préparez-vous à revoir votre jugement sur la saga Dexter. Car une saison inattendue a non seulement réparé les erreurs du passé, mais a redéfini l'excellence de la série. Le public de Dexter a été échaudé à maintes reprises. La conclusion bûcheron de 2013 reste tristement célèbre, qualifiée par les critiques comme l'une des pires finales de tous les temps. Puis, New Blood a brièvement ravivé l'intérêt en 2021, mais a divisé les spectateurs. Certains ont applaudi l'arc d'Harrison, d'autres ont critiqué un rythme bancal et une fin décevante. C'est pourquoi, lorsque Paramount+ a annoncé Résurrection, l'humeur était, au mieux, à un optimisme prudent. Personne ne souhaitait une nouvelle saison qui promettrait une résolution pour ne livrer que de la déception. Les téléspectateurs ne la comparaient pas aux autres séries télévisées, mais à une décennie de frustration accumulée. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont offert ce que je considère comme la meilleure saison de la série. Si vous êtes encore indécis, suivez-moi et je vous expliquerai pourquoi. L'une des prémices narratives les plus audacieuses jamais tentées par Dexter fut la création d'une société secrète de tueurs en série, financée par une richesse obscène. Sur le papier, cela sonnait comme une parodie, un croisement entre Eyes Wide Shut et Squid Game. Un groupe de millionnaires et de milliardaires se réunissant dans des demeures somptueuses pour ritualiser le meurtre aurait pu s'effondrer sous sa propre absurdité. Au lieu de cela, c'est devenu la colonne vertébrale du succès de Résurrection. La série ne l'a pas traité comme un spectacle pour le spectacle. Contrairement aux autres tentatives, elle l'a abordé comme une véritable organisation. L'adhésion impliquait des cotisations, des règles et des punitions. Léon Prodeur la dirigeait comme un PDG qui mesurait la loyauté non seulement par le profit, mais par le sang versé. Cela a donné une structure au club, et cette structure a donné de l'élan à l'histoire. L'infiltration de Dexter sous l'alias Red a transformé chaque épisode en un test de survie. Pourrait-il gravir les échelons sans être démasqué ? Les scénaristes ont utilisé ce cadre pour retrouver un rythme que la série avait perdu dans ces dernières années. La tension des saisons dorées se développait naturellement. Dexter jonglait avec les affaires du Miami Metro le jour, chassait les prédateurs la nuit et risquait constamment d'être exposé. En l'intégrant à cette société, Résurrection a rétabli cette même friction constante. Chaque gala, chaque invitation codée et chaque démonstration était une marche que Dexter devait gravir, sachant qu'un faux pas le précipiterait directement dans l'abîme. La séquence du gala et du coffre-fort dans le final a prouvé que ce pari a payé. Dexter a démantelé l'empire de Prodeur tandis qu'Harrison et Charlie s'affrontaient sur leur propre terrain et que le destin de Batista était en jeu. C'était complexe, palpitant et entièrement ancré dans la structure de cette société. C'était la machine qui alimentait la saison. Cette machine a mis sa conscience à l'épreuve. Dès le début, le code de Harry était ce qui séparait Dexter des monstres qu'il chassait. Ne tuer que des tueurs, ne jamais blesser des innocents, ne jamais se faire prendre. Mais à mesure que la série s'étirait à travers les saisons 6 à 8, cette ligne s'est estompée. Dexter tuait par rage, par commodité ou par panique, et le code est devenu davantage un accessoire de décor qu'une véritable force motrice. Résurrection a résolu ce problème de front. Le retour d'Angel Batista a confronté Dexter à son test le plus dévastateur à ce jour. Batista était comme de la famille, l'un des derniers hommes intègres liés au Miami Metro. Il respectait Dexter, il lui faisait confiance. Cela en a fait la cible parfaite pour le test de loyauté de Prodeur. Prodeur exigeait une preuve que Red méritait sa place dans la société, tuer Batista. L'intrigue s'était tirée sur plusieurs épisodes, laissant la tension monter naturellement. Batista enquêtait sur les pistes non résolues du boucher de Bay Harbor, se rapprochant lentement de la vérité. Dexter savait que le tuer résoudrait tout, éliminer le dernier homme capable de relier les points, lui garantir un trône au sein de l'empire de Prodeur et assurer l'avenir d'Harrison. Mais Dexter a refusé. Sa conscience, aiguisée par des années d'égarement, est revenue avec une clarté brutale. Batista était innocent. Le code n'a pas plié et en restant ferme, Dexter les a condamnés tous les deux. Prodeur a exécuté Batista devant eux, forçant Dexter à être témoin du coup de son choix, la loyauté au principe plutôt que le pouvoir. Ce fut dévastateur, mais cela a fonctionné. Pour la première fois depuis des années, Dexter n'agissait pas par impulsion ou par ego. Il était pleinement lié par des règles. Même lorsque ces règles lui ont tout pris, le code a repris vie. Et cette décision a eu des répercussions directes sur une relation que la série devait reconstruire, son lien avec Harrison. Lorsque New Blood a introduit Harrison, les fans s'attendaient à une nouvelle perspective. Le fils d'un tueur en série aux prises avec l'héritage de son père. Ce que nous avons obtenu, en revanche, semblait mal ficelé.
Ses motivations étaient chancelantes, ses dialogues plats et son grand moment paraissait forcé. À la fin, quand Dexter est mort et qu'Harrison est parti dans la nuit, le public n'était pas divisé sur la question de savoir si Harrison était prêt. Ils étaient unanimes pour dire qu'il ne l'était pas. Resurrection a corrigé cette erreur en donnant à Harrison ce que New Blood n'avait jamais fait, une véritable autonomie. Dès les premiers épisodes, Harrison a agi avec intention. Il traçait son propre chemin, souvent en désaccord avec les règles de son père. Son acte le plus choquant, le meurtre d'un violeur par justice populaire, en a été la preuve. C'était impulsif, émotionnel et loin de la précision méthodique du rituel de Dexter. Mais ce n'était pas du remplissage, c'était un tournant. Les scénaristes ont exploité la tension entre le père et le fils. Harrison a remis en question le code, a douté de sa pertinence et l'a souvent rejeté purement et simplement. Il voulait savoir pourquoi il devrait suivre des règles conçues pour la noirceur de quelqu'un d'autre. Dexter a essayé de le guider, mais chaque leçon est devenue un débat. Cela a forcé Dexter à reconnaître qu'il ne pouvait pas simplement transmettre le code de Harry comme un héritage familial. Harrison devait choisir de l'adopter ou non. Cela a donné une profondeur réelle à leur dynamique. Leurs disputes étaient des batailles philosophiques sur la moralité, l'identité et la survie. Et quand Harrison a finalement franchi cette ligne dans un acte de justice personnelle, le miroir était clair. Il était comme Dexter, mais pas le même. La violence d'Harrison était brute et non raffinée, motivée par la colère, non par le rituel. Cette distinction était importante car elle ouvrait une nouvelle voie thématique. Que se passe-t-il lorsque l'obscurité héritée ne s'accompagne pas d'une discipline héritée ? À la fin de la saison, Harrison était le moteur émotionnel. Dexter est redevenu plus qu'un simple prédateur. Il était un père, désespéré de ne pas voir son fils répéter ses propres erreurs. Et ce poids a rendu chaque menace extérieure plus dangereuse, car les enjeux concernaient plus que la survie de Dexter. Ils concernaient l'avenir d'Harrison. Et cet avenir a été mis à l'épreuve de la manière la plus brutale par les antagonistes qui les entouraient. Dexter a toujours vécu et péri par ses adversaires. Le tueur au camion réfrigérant reflétait le moi secret de Dexter. Trinity l'a forcé à confronter sa vie de famille. Lorsque la série a faibli dans ses dernières saisons, c'était souvent parce que les méchants manquaient de mordants. Le duo de l'Apocalypse de la saison 6 était creux. Le Brain Surgeon de la saison 8 s'est essoufflé après un début prometteur. Résurrection a évité ce piège en nous offrant non pas un seul grand méchant, mais une véritable galerie de tueurs, chacun conçu pour appuyer sur une corde sensible différente. Léon Proder, interprété avec une froideur calculée par Peter Dinklage, était au centre. C'était un prédateur en costume sur mesure. Il dirigeait la société de tueurs comme un empire commercial et tuait lui-même, ce qui en faisait à la fois marionnettiste et une menace directe. Affronter Prouder signifiait pour Dexter infiltrer tout un système. Puis est venu Gemini. David Dastmalchian a livré l'une des meilleures surprises de la saison. Gemini n'était pas un homme, mais une paire de jumeaux identiques partageant une seule identité. Cela a donné à la saison sa torsion caractéristique et a rappelé aux fans à quel point une habile fausse piste peut encore fonctionner dans cette franchise. La révélation de Gemini a électrisé le milieu de la saison et a empêché l'arc de la société de tueurs de devenir prévisible. Mia, Lady Vengeance, jouée par Kristen Ritter, était une autre figure marquante. Au début, elle ressemblait à une justicière que Dexter aurait même pu admirer, quelqu'un qui ciblait les prédateurs, mais sa confession finale, où elle avouait tuer par plaisir, l'a recadrée comme un reflet déformé de Dexter. Elle a montré à Harrison et au public à quoi ressemblait le meurtre sans règle. Enfin, Charlie, le Joker d'Uma Thurman, a semé le chaos. Son arme était l'influence. Elle opérait dans la zone grise entre alliés et ennemis, faisant du chantage et manœuvrant de manière à la rendre imprévisible jusqu'au final. En superposant ces antagonistes, les scénaristes ont évité le piège d'un méchant plat et monolithique. Chaque ennemi avait un rôle, et ensemble, ils ont créé une tension constante. Pour la première fois depuis Trinity, cette galerie de méchants s'est montrée digne de l'intelligence et de la brutalité de Dexter. Et toute cette tension n'aurait pas fonctionné si la narration elle-même n'avait pas été enfin resserrée. Demandez à n'importe quel fan de longue date ce qui n'allait pas dans les dernières années et le rythme est presque immédiatement évoqué. La saison 6 s'est éternisée avec l'arc de l'Apocalypse. La saison 7 jonglait avec trop d'intrigues. La saison 8 a basculé d'intrigues mal ficelées à cette finale bûcheron. Des épisodes entiers semblaient souvent être du remplissage. Les téléspectateurs s'attendaient à 2 ou 3 semaines creuses par saison. Résurrection a brisé cette attente. Clyde Phillips, de retour aux commandes, a été clair. Il fallait supprimer le superflu, chaque épisode comptait. Chaque sous-intrigue était liée à l'infiltration de Dexter dans la société de tueurs.
à la dangereuse évolution d'Harrison ou au lent resserrement du filet du boucher de Bay Harbor par Batista. Même les personnages secondaires n'étaient pas gaspillés. Les fils de chantage de Charlie, la façade justicière de Lady Vengeance et l'acte tordu des jumeaux Gemini alimentaient tous directement le combat plus vaste de Dexter contre l'Empire de Prouder. Le rythme rappelait celui du Dexter classique, des éléments procéduraux nourrissant des arcs sérialisés, des cliffhangers et des chocs chronométrés juste au moment où l'histoire risquait de s'aplanir. Les premiers épisodes ont mis en scène l'infiltration de Dexter dans la société, le montrant organiser de fausses tueries pour gagner en crédibilité. Le cliffhanger est survenu lorsque Gemini s'est révélé non pas comme un seul tueur, mais deux, recadrant entièrement la menace. À la mi-saison, le meurtre du violeur par Harrison a jeté de l'huile sur le feu, forçant Dexter à se demander si son fils sombrait dans le chaos ou forgeait un nouveau chemin. Les fans ont débattu de la moralité toute la semaine, un type de discours que la série n'avait pas suscité depuis Trinity. Les épisodes suivants ont poussé Batista Closer à la vérité. Sa découverte d'incohérences dans les dossiers du boucher de Bay Harbor a créé une sous-intrigue d'enquête qui était une bombe à retardement. Chaque semaine, la tension montait d'un cran. Batista resserrait le cercle, Dexter essayait d'avoir un coup d'avance et Prouder exigeait une preuve de loyauté. Au moment où Dexter a reçu l'ordre de tuer Batista, l'accumulation de tensions semblait méritée et non précipitée. Même la société de tueurs elle-même a donné de l'élan au rythme. Les épisodes de gala étaient des points tournants. Une semaine s'est terminée avec Dexter observant Harrison interagir avec les mauvaises personnes dans l'orbite de Prouder, ce qui a amené les téléspectateurs à se demander si son fils était déjà compromis. Une autre nous a laissé avec Dexter presque exposé lors d'une démonstration de rituel sanguin, sauvé seulement par son improvisation rapide. Les showrunners savaient exactement où couper au noir, de sorte que les fans passaient les 7 jours suivants à décortiquer chaque image. Lors du final, personne ne se plaignait du temps perdu. Au contraire, les gens en voulaient plus. Le climax du gala et du coffre-fort, l'effondrement simultané de l'Empire de Prouder, Harrison déjouant Charlie et la fin tragique de Batista, tout cela a semblé être un aboutissement construit, pièce par pièce, semaine après semaine, sans aucun affaissement au milieu. Après des années de rythme laborieux, Résurrection a enfin bougé comme au premier jour, tout en prospérant à l'ère moderne du streaming où les fans regardent en rafale et théorisent simultanément. Le résultat fut une dynamique pure et percutante. Et quand la dynamique est bien gérée, les grands moments atterrissent avec 2 fois plus de force. Chaque grande saison de Dexter contient une poignée de moments qui se sont gravés dans les mémoires. La saison 4 nous a offert le meurtre de Trinity dans la baignoire. La saison 2, la découverte des lames de sang. Même la saison 1 s'est imposée avec Deborah attachée à la table du tueur au camion réfrigérant. Quand ce genre de moment manquait, la série semblait creuse. Résurrection l'a bien compris et a émaillé son déroulement de scènes centrales conçues pour le débat, le revisionnage et la circulation en ligne. La révélation du tueur Gemini fut la première. À la mi-saison, ce qui semblait être un seul adversaire s'est scindé en 2. Des jumeaux identiques opérant comme une seule entité. Cette fausse piste a recontextualisé les épisodes précédents et a fait écho aux rebondissements astucieux des meilleures années de la série. Les fans ont immédiatement décortiqué les indices qu'ils avaient manqués, le genre de théorie que Dexter n'avait pas suscité depuis des années. Puis est venu le meurtre justicier d'Harrison. C'était désordonné, brut et délibérément inconfortable. Harrison était furieux et imprudent. Ce contraste a forcé les fans à se demander s'il était un héros en devenir, une dangereuse imitation ou quelque chose entre les deux. Le débat faisait écho aux premières saisons où Dexter lui-même était moins une zone de confort qu'une provocation morale. Mais les véritables ancres sont arrivées plus tard. La confrontation avec Batista fut brutale, non seulement pour la perte d'un personnage aimé, mais pour ce qu'elle représentait. Le refus de Dexter de tuer Angel, même lorsque tout était en jeu, a réinitialisé sa boussole morale de la manière la plus douloureuse possible. La scène a laissé les fans anéantis, mais aussi rassurés sur le fait que le code avait été restauré. Ensuite, le final a scellé le tout. La séquence du gala et du coffre-fort, avec Dexter exposant Prouder, Harrison déjouant Charlie et la société de tueurs s'effondrant dans les flammes, a ressemblé à un crescendo mérité. Chaque fil de l'intrigue a convergé sans paraître forcé. Les grands moments comptent parce qu'ils transforment une bonne narration en une œuvre télévisuelle mémorable. Résurrection n'en a pas seulement fourni quelques-uns. Elle a livré un rythme constant, prouvant que Dexter pouvait encore dominer la conversation culturelle. Et pourtant, les fins sont délicates. Le final devait préparer l'avenir sans miner ce qui l'avait précédé. Les finales de Dexter ont eu l'habitude de trébucher. La saison 4 a choqué le monde, mais a laissé les fans dévastés.
La saison 6 s'est appuyée sur un cliffhanger bon marché. La saison 8 a tristement détruit la bonne volonté des fans avec l'exil du bûcheron. Même New Blood a divisé le public avec une fin qui semblait précipitée. Resurrection a finalement trouvé cet équilibre. L'intrigue de Prouder s'est bouclée proprement. Dexter a démantelé la société de tueurs, a retrouvé son identité et s'est recentré autour du code de Harry. Harrison a survécu à la saison, non pas comme un remplaçant, mais comme un personnage forgé à part entière. Cela a offert une conclusion au public. Mais une conclusion ne suffisait pas. Les scénaristes savaient qu'une série a besoin d'un prochain chapitre. C'est là que les indices du Reaper de New York sont entrés en jeu, dispersés tout au long de la saison. Des dossiers cachés dans le coffre-fort de Prouder, des marquages de bouches d'égout menaçants, de subtiles allusions dans les titres. Ce mystère secondaire s'est construit discrètement en arrière-plan. Il n'a jamais distrait de l'arc de la société, mais il a persisté juste assez pour que les fans observateurs puissent le reconstituer. Au final, lorsque la carte de visite du Reaper a clôturé la dernière scène, la porte de la saison 2 était déjà ouverte. L'équilibre a fonctionné parce que rien n'a semblé bon marché. Les indices du Reaper n'ont pas détourné le final. Ils l'ont enrichi. L'arc de Prouder a eu une conclusion nette, donnant à la saison sa propre identité, tandis que la mise en place du Reaper garantissait un élan pour la suite. Après des années de finale qui ont tout sapé, Résurrection nous a offert une fin qui semblait complète, mais vivante. La bataille était gagnée, mais la guerre n'était pas terminée. Et tandis que l'histoire se tournait vers l'avenir, elle n'a jamais oublié de regarder en arrière, car les clins d'œil étaient partout. La nostalgie est un outil dangereux. S'y appuyer trop lourdement, c'est tomber dans le fanservice. L'ignorer, c'est paraître gêné. Résurrection a trouvé le juste équilibre, ramenant le passé de manière à approfondir l'histoire plutôt que de la détourner. Le clin d'œil le plus évident fut Harry lui-même. Le retour de James Remar en tant que boussole morale de Dexter a rétabli le code comme une présence vivante dans l'esprit de Dexter, rappelant aux fans que c'était toujours le même homme qui murmurait autrefois des secrets que seul le fantôme de son père pouvait entendre. Le rituel est également revenu. Là où New Blood avait ignoré la précision de Dexter, Résurrection l'a reconstruite étape par étape. Filature, embuscade, film plastique, lame de sang. C'étaient les encres narratives, la preuve visuelle que le passager noir de Dexter n'avait pas disparu. Chaque fois qu'il collectait une lame trophée, la série rassurait les fans. C'était bien le personnage dont ils se souvenaient. Le marketing s'est également joint à l'effort, avec des slogans promotionnels accrocheurs. À l'intérieur des épisodes, de subtils clins d'œil se sont glissés. Des lignes de dialogue faisant écho à la narration de la saison 1, des échos visuels d'anciennes salles de meurtre, et même un monologue final qui a transformé le tristement célèbre exil du bûcheron en quelque chose de défiant plutôt que de honteux. Ces rappels ont fonctionné parce qu'ils respectaient la mémoire du public. C'était des confirmations que Résurrection n'avait pas honte de son ADN. Elle revendiquait son identité. Et enfoui au cœur de ses retours en arrière, se trouvait un changement d'orientation. Car le plus significatif d'entre eux ne renvoyait pas du tout à Dexter, mais à Harrison. Si Résurrection a prouvé quelque chose, c'est bien qu'Harrison comptait enfin, non pas comme un acolyte, ni comme une expérience maladroite de passation de flambeau, mais comme un véritable moteur pour l'avenir de la franchise. Son arc visait à montrer ce qui se passe lorsque l'héritage du code se heurte à une nouvelle génération. Dès le début, Harrison a résisté au système de son père. Il ne voulait pas être gouverné par des règles inventées pour les compulsions de quelqu'un d'autre. Sa perspective était brutalement simple. Le code de Harry n'était pas son code. Ce refus a créé la colonne vertébrale philosophique de la saison. Leurs arguments étaient des débats sur la moralité elle-même. Le meurtre justicier d'Harrison a cristallisé ce thème. Il n'a jamais été méticuleux comme Dexter. Il n'a pas traqué, tendu d'embuscades ou préparé de salles de meurtre rituelles. Il a agi sous le coup de la colère, punissant un violeur sur le moment. La différence était importante. Dexter voyait le rituel comme un contrôle, une discipline et un moyen de survie. Harrison voyait la violence comme une catharsis. Ce contraste a révélé le danger d'une obscurité non maîtrisée. Cela a également soulevé la question. Le code est-il une protection ou une cage ? Le final a accentué cette ambiguïté. Harrison a survécu à l'effondrement de l'empire de Prouder, non pas parce qu'il a choisi le chemin de son père, mais parce qu'il a tracé le sien. Il n'était pas enfermé dans l'idée d'être une copie de Dexter, mais il n'était pas non plus libéré de cette ombre. L'ambiguïté était délibérée et a garanti que les fans repartiraient avec une question que seules les futures saisons pourraient répondre. Harrison hériterait-il de la clarté morale ou sombrerait-il dans le chaos ? À bien des égards, Harrison est devenu le nouveau miroir de la série. Là où Dexter était autrefois le point d'interrogation morale, Harrison porte désormais ce rôle.
Si l'histoire de Dexter a toujours porté sur la question de savoir si le code faisait de lui un monstre ou un protecteur, l'histoire d'Harrison pourrait bien porter sur ce qui se passe sans lui. Et cette incertitude est précisément ce qui maintient cette franchise en vie. Car les fans n'ont pas fini de regarder, ils attendent de voir où Harrison atterrira.